Oui, je m'appelle Norbert Hiller et je suis un théoricien, un essayiste, critique d'art également, mais aussi artiste. 13 ans, j'étais déjà aux Beaux-Arts, en même temps que le lycée donc, et j'ai toujours eu une activité plasticienne, comme on dit aujourd'hui, artistique en fait. Musicienne aussi d'ailleurs, si bien qu'il m'a fallu choisir à un moment donné. J'ai failli choisir la carrière du jazz, devenir musicien de jazz professionnel, et puis finalement, c'est la littérature, le langage qui l'a emporté. Mais disons, dans mon parcours, il y a toujours un croisement permanent entre d'un côté les questions rythmiques qui ont à voir avec la musique, mais aussi le cinéma, la parole, les arts visuels. Mais il y a également le langage, donc, et c'est pour cela que, ma foi, j'enseigne, je pratique la parole écrite ou l'écrit parlé. Enfin, la question de l'art, du visible. Et c'est toutes ces questions-là qui se croisent aujourd'hui dans mon parcours. Mon travail artistique, pour moi, est l'équivalent d'un cours. J'aurais pu les appeler des leçons de philosophie de l'art appliqué, ou des leçons de sémiologie de l'art, ou de sociologie ou d'anthropologie de l'art, comme on veut, ou d'esthétique finalement. Parce que pour moi, je n'oppose pas mon travail artistique à mon travail théorique ou mon travail d'enseignant, de pédagogue. Dans le monde contemporain, on se rend compte que les relations entre la théorie et la pratique ont évolué considérablement. On se rend compte en particulier qu'aujourd'hui, l'artiste est un critique d'art ou un philosophe, et le philosophe, depuis Nietzsche, et de nombreux exemples en témoignent, est lui-même un artiste d'une certaine manière. Donc il n'y a plus ce découplage, cette dissociation de la théorie et la pratique qui prévalait dans les siècles antérieurs. Et d'une certaine manière, comme l'ont dit tous les grands modernes, Duchamp le premier d'entre eux, l'artiste aujourd'hui exerce une activité libérale qui se traduit par le fait que c'est autant l'homme du concept, hein, mais Léonard de Vinci le disait déjà à la Renaissance, l'art est une chose mentale, et donc l'art n'est pas dissociable de la pensée, du concept. Il y a même ce courant qui s'appelle l'art conceptuel qui en témoigne, et donc on ne peut pas, ou très maladroitement, opposer aujourd'hui la main de l'artiste, de l'artisan si vous voulez, et l'intention du peintre. Et d'ailleurs, ça pose un problème intéressant à propos des rapports entre art et technique, puisque on le voit bien de plus en plus, on ne peut pas opposer d'un côté l'art et la technique dans un monde où les technologies sont devenues des modes de transformation de la pensée, des déterminations culturelles du monde contemporain. D'autre part, on voit bien comment aujourd'hui dans le monde de l'art, si l'artiste, il n'y a pas si longtemps, était encore le dépositaire d'une technique, on parlait d'un peintre, on parlait d'un vidéaste, aujourd'hui ça n'a plus tellement de sens. Un artiste aujourd'hui peut être un matin sculpteur, le lendemain faire une performance, le surlendemain faire une vidéo. On a comme ça une sorte de libération ou d'affranchissement du médium qui est une question profondément intéressante. Il y a toujours dans l'art et dans la pratique artistique une pensée à l'œuvre dans la main même, hein, une pensée au bout de la main qui sommeille, qui s'exerce, et l'artiste, à mon sens, ne peut pas être que l'homme du pur concept. Là, l'artiste est aussi un homme qui interroge le support, et ce support lui résiste, etc. Et c'est pour cela que ce qui m'intéresse avec ces appareils qui sont des appareils d'une certaine manière non artistiques a priori, c'est de voir comment on peut les faire dialoguer avec les autres appareils de l'art antérieur. Parce que ce qui m'intéresse, je ne suis pas quelqu'un qui fait de la photographie avec mon iPhone, je fais de la mobilographie. Aujourd'hui, la capture du monde contemporain, le monde contemporain lui-même est un monde dans lequel nous vivons en permanence dans une relation avec les images. Les images redoublent notre quotidien, notre expérience du réel, dans le moindre café, dans le moindre espace public. Les images sont là, qui accompagnent notre vie. Donc l'image n'est plus simplement le lieu d'une mise à distance du monde, d'une interprétation. Aujourd'hui, les appareils sont au bout de la main, au bout de notre corps. Ils sont dans cette espèce de relation directe, immédiate et non médiatisée avec le monde, avec l'environnement. Nous avons naturalisé l'image, nous avons naturalisé l'artifice, nous avons naturalisé la technique, à même notre corps. Donc, pour moi, ça change le rapport
à l'enregistrement au monde. J'ai besoin d'avoir, d'une certaine manière comme tout le monde, ce rapport au réel, qui est celui d'un rapport ordinaire, médiatisé par ces appareils. Ça, c'est mon bureau. Je vois des fichiers sur Internet, je prépare mes cours avec ça, dans le tram, dans le métro, dans les taxis, même dans ma voiture parfois. Ces appareils ne sont pas conditionnés seulement par ceux qui les programment dans des laboratoires de recherche et développement, ou par des ingénieurs des télécoms d'Orange ou de SFR. Ces appareils sont ce que nous en faisons. Et les usages d'une technologie ne sont pas prescrits, prédéfinis, avant que celle-ci ne soit appropriée par les sociétés humaines, par les collectifs et par les individus humains. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'inventer de nouveaux usages, parce que rien n'est déterminé. Un iPhone, c'est pas destiné à faire seulement tel type de catégorie d'image. Je peux inventer quelque chose de radicalement inédit, que je ne vais pas forcément trouver dans l'Apple Store. Moi, j'ai envie d'inventer quelque chose de tout à fait singulier et de porter le message critique que ces appareils-là peuvent être aussi des outils critiques qui permettent de porter un regard différent. C'est dans cette espèce d'interaction, de dialogue permanent entre la technique, la culture de chacun et l'expérience collective qu'émergent de nouvelles formes esthétiques. Notre rapport au temps s'est distendu, s'est dilaté. Notre échelle de temps n'est plus celle d'une humanité d'il y a simplement 30 ans. Grâce aux technologies numériques, justement, nous pouvons nous projeter dans l'extrême passé, dans un passé très reculé. Mais nous pouvons aussi nous projeter dans le futur le plus lointain, le plus improbable, à travers des outils de simulation, de modélisation qui nous permettent de visualiser ce que nous ne pourrions même pas imaginer. Donc je n'oppose pas la culture de l'immédiate modernité passée à la culture de la contemporanéité. Je m'efforce dans mon travail de rencontrer tous ces moments, toutes ces strates culturelles et à les faire dialoguer entre elles. Ce n'est pas un travail de photographe que je fais, ce n'est pas un travail de nouveaux médias, puisque je peux utiliser la feuille d'or pour réinventer ce que les peintres de la Renaissance appelaient des rehauts. D'ailleurs, il m'arrive parfois de photographier mes dessins, d'associer mes dessins avec d'autres dessins ou avec des peintures que j'ai photographiées dans des musées. Je ne fais pas de la photo, je fais de la peinture, je fais du dessin avec mon iPhone. Je peux donner un exemple. Un jour, j'étais en train de surveiller des étudiants en partiel et donc j'ai remarqué un chiffon pour effacer le tableau qui me plaisait assez. J'ai tout simplement mis mon portable de profil comme ça le long du tableau et j'ai photographié ce chiffon. Et ensuite, j'ai laissé reposer. Donc il y a un deuxième temps qui est un temps de latence, un temps de perlaboration, comme diraient les psychanalyses, un temps où ça travaille. Les images travaillent entre elles presque à mon insu, quoi. Ensuite, un peu comme dans l'écriture automatique des surréalistes, il y a quelque chose de l'ordre d'une rencontre improbable, oxymorique. En fait, c'est tout ce travail latent d'association finalement inconsciente, au fond, des images entre elles, qui doit produire à un moment donné la cohérence invue, inédite, inattendue et improbable qui fait que deux images se mettent à fonctionner. Alors, il y a toujours un équilibre instable qui est difficile à trouver entre ce qui est impossible, où on basculerait dans le non-sens, un équilibre trop lointain du sens pour que ce soit acceptable. Donc il y a tout un travail, si vous voulez, de réflexion finalement sur l'assemblage des images, un travail de relecture, de réappropriation de formes historiques de l'art du XXe siècle. Dans le cinéma, comme dans la photographie, il y a le moment de l'enregistrement, et puis il y a le moment du développement, le moment du montage, le moment de ce qu'on appelle au cinéma la post-production. Et donc ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, en articulant, disons, production, capture, enregistrement si vous voulez, et post-production, je peux réinterroger à partir d'un simple appareil multiple, eh bien, les anciens médias de l'art. Je ne fais pas de la photographie, mais j'institue un dialogue inédit entre ceux-là comme nouveaux moyens artistiques, nouveaux médias si vous voulez, et les anciens médias de l'art, les arts du récit, les arts du cinéma, les arts de la littérature et même les arts de l'architecture. Donc, je m'explique un petit peu là-dessus. Quand on regarde l'origine du cinéma, on se rend compte que le cinéma
dans les théories du montage telles qu'on peut les lire sous la plume d'Eisenstein par exemple, doivent beaucoup à d'anciennes formes de peinture. Les tableaux rouleaux chinois par exemple de la Chine de l'Antiquité ou d'autres formes de concaténation narrative qui sont extrêmement intéressantes. Et ce qui me paraît intéressant, donc, dans mon cas, c'est de re-questionner les rapports entre immobilité et mouvement, entre récit et image, entre fixité, photographie, image fixe et puis mouvement. Eh bien, je peux retrouver le tremblement du temps, la maladresse qu'il y avait dans les photos des origines. Je ne suis pas dans de la haute définition avec ça et c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comment le trembler, le mouvement, le bouger peut me renvoyer à ce dialogue qui s'ouvre à la fin du 19e entre impressionnisme par exemple et photographie. Comment ce dialogue de la lumière, comment ce dialogue du temps au double sens de weather et de time s'institue dans la relation entre photographie et peinture. Donc de ce point de vue-là, je dirais que mon travail participerait de ce que certains historiens de l'art appellent l'archéomodernisme. Et j'ai envie de dire que de ce point de vue-là, il y a deux temporalités dans mon travail. Il y a une temporalité très rapide, pas du tout recherchée. Je peux prendre n'importe quoi. Je peux en revanche passer 10 heures, plus de 10 heures, à pratiquer ce que je pourrais appeler la connaissance par le montage. C'est cet art, je dirais, de faire dialoguer les images entre elles. Et c'est pour cela que je m'intéresse beaucoup à des formes croisées d'images, comme les triptyques ou les diptyques. Alors pourquoi les triptyques ? Bien, je vous ai dit que j'aimais le dialogue des arts. Le triptyque, c'est une des formes majeures de l'art de la Renaissance, qui réfère à la théologie, qui réfère à la Sainte Trinité, à la triangulation du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la théologie chrétienne. Et en même temps, les structures ternaires, on les retrouve partout dans d'autres cultures, dans la culture japonaise par exemple, avec les haïkus, ou dans d'autres formes de culture. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce dialogue tel qu'il peut s'appliquer dans des triptyques d'un genre inédit que je propose. Il y a au départ des dizaines, des centaines d'images, des milliers d'images, dont rien ne dit qu'elles vont peut-être pouvoir être utilisées immédiatement. Il me faut parfois 1 an, 2 ans, 3 ans pour que je me rende compte que cette image qui n'avait aucun sens prenne d'un coup un sens inattendu. Par exemple, j'avais photographié des arbres près de La Ciotat, qui me plaisait beaucoup parce qu'ils semblaient danser, parce que la photographie était mauvaise, de mauvaise qualité esthétique ou graphique. J'avais d'autre part photographié ma compagne en train de s'habiller dans une pièce, etc., comme si elle allait sortir. Et j'ai établi en forme de diptyque une relation entre ces deux images, mais il manquait un élément pour faire un triptyque qui me satisfasse. Finalement, cet élément, je l'ai trouvé à travers tout simplement mon jeu de clés qui se trouvait devant moi et que j'ai photographié 2 ans après avoir cherché à assembler ces images. J'ai cherché pendant 2 ans comment ce triptyque pourrait trouver sa forme finale. Comment je travaille ? Bon, je vais en faire une démonstration, c'est très simple. Je prends un téléphone portable, puis je regarde le monde. Godard a une très belle phrase, il dit faire des films, penser, c'est regarder le monde de profil. Je fais ceci, par exemple. Ceci, je vois quoi ? Je vois une table dans laquelle se réfléchit le cerne de lumière géométrique du plafond. Voilà. Donc, ça me donne quelque chose comme une ligne brisée dorée. Je vous ai dit que ce qui m'intéressait, c'était aussi les rehauts pendant la Renaissance, le cadre. À partir de ce moment-là, ce qui se produit, ce qui commence à émerger sourdement, de manière très confuse, c'est ce que je pourrais appeler une problématique, qui n'est ni un récit, ni une philosophie, ni une thèse, ni un concept, mais quelque chose qui agrège tous ces éléments entre eux. Donc je laisse reposer tout ça, je laisse travailler tout ça, à la frontière de la peinture, du dessin, de la géométrie. Je consulte des ouvrages, je vais dans un musée, et puis d'un coup se produit peut-être un éclair. Et bien quelque chose de ma mémoire propre, profonde, va travailler, et je vais connecter, c'est le cas de le dire, cette image que je viens de faire avec la vision d'un autre événement qui se produit dans la réalité ou d'une autre image que je retrouve sur mon ordinateur. Donc ce qui m'intéresse, ce sont là aussi la recherche de ces équilibres, déséquilibres qui sont ceux de notre monde.
c'est plutôt cet équilibre métastable qui fait qu'une image, à un moment donné, se trouve à peu près tranquille en elle-même. Voilà. Et il faut savoir terminer un tableau. Et je pense que cela est vrai, il faut savoir achever, alors qu'on ne cesse de parler de processus, d'interactivité, d'interaction, de work in progress. Non, moi ce que j'aime, c'est quand une image trouve son point d'attache dans une histoire, dans une transmission, dans une forme d'immobilité. C'est pour ça que j'aime beaucoup la phrase de Baudelaire, je crois, je hais le mouvement qui dépasse les lignes. J'utilise des outils qui sont ceux de la mobilité, ça c'est un mobile. Moi ce qui m'intéresse, c'est l'arrêt. Ce qui est beau, c'est aussi la fixité des choses. J'aime les statues, j'aime le monde à l'arrêt, j'aime les monuments funéraires, j'aime la vie, mais j'aime aussi le dialogue de la vie et de la mort. Et pour moi, un grand artiste, c'est quelqu'un qui interroge la relation de la mort et de la vie en permanence. C'est ce que les Chinois appellent le double royaume. Nous sommes des mortels. Et un grand artiste se confronte aussi à l'entropie définitive, à la mort. Et cette question-là, pour moi, elle n'est pas derrière nous. On ne peut pas s'exempter, s'exonérer de la mort. Dans nos sociétés, on a tendance à le faire plus qu'il ne faudrait. Moi, je considère que la mort est au cœur du vivant. Ce qui est plus difficile dans le monde contemporain, c'est de savoir s'arrêter, de prendre de la distance, de prendre du recul, de retrouver cet art de la distance et des délais que justement les mobiles, le temps réel, la dictature du direct nous empêchent de pratiquer. C'est plus difficile d'arrêter le monde, de le tenir à l'arrêt, parce que nous sommes toujours dans le mouvement. L'univers est un mouvement. Là, ce qui est intéressant, c'est d'instituer une autre forme de dialogue entre l'immobilité et le mouvement. Voilà. Et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que, alors même que le numérique nous engage dans ce qu'on pourrait appeler le commencement du monde fini, ben la question c'est, y a-t-il une place pour l'infini dans ce monde? C'est un peu une machine à entrer dans l'infini. J'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais et que s'ouvre d'un coup une espèce de possibilité d'improvisation, de circulation sans fin entre dessin, images, peinture, photographie, cinéma, architecture, corps, désir, tout ce que vous voudrez. Voilà, c'est ça qui m'amuse beaucoup, c'est cette espèce d'ouverture sans fin du monde, rendue possible avec des appareils qui sont pourtant ceux de la finitude et du calcul.